Merci Valérie. Donc je sais que l'invitation était purement protocolaire. Hein. Tu voulais quelqu'un après le doyen ce matin et avant le président ce soir. Il fallait une femme en plus entre les deux. Donc merci de cette invitation qui me touche beaucoup et d'autant plus que ce sont par ailleurs des sujets qui m'intéressent un peu. Je travaille dans le Pacifique sur des terrains qu'on va qualifier de terrain de décolonisation inachevée, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, et ces questions-là, particulièrement depuis la nouvelle éruption kanak du 13 mai 2024, prennent les questions qui nous ont occupés dans la matinée sont d'une furieuse actualité entre la difficulté à analyser à chaud et à prendre la distance avec un objet, quel discours scientifique produire face à un événement de cette ampleur, la sur-sollicitation médiatique. On parlait de CNews ce matin, mais BFM, on y va pas, puis on y va pour discuter avec qui? Est-ce qu'on discute avec Benjamin Morel, qui est expert de tout et qui passe sa vie sur les plateaux ou pas? Enfin, tout un tas de questions. Et puis par ailleurs, je travaille en prison. Donc ça me rend entièrement dépendante de la commande publique parce qu'on rentre pas en prison comme ça. Et donc à partir de là, il faut que mes intérêts de recherche croisent ceux de la commande publique, ce qui pose encore d'autres questions, et des questions qui se généralisent à mesure que se généralise une recherche sur projet, où on parlait de liberté académique, mais enfin il y a quand même de fortes contraintes sur les possibles en termes de terrain, mais même en termes de choix de nos sujets. Et à l'intérieur des choix de sujets, les questions qu'on se pose. Et finalement, je ne vais pas citer Bourdieu, mais la censure, elle marche d'autant mieux qu'elle devient de l'autocensure, en fait. On n'a pas besoin de nous censurer. On sait, nous, d'emblée, on balise le champ des possibles. Et même quand on s'en rend compte et qu'on est réflexif, si on a envie de continuer à faire ce qu'on a envie de faire, ben, il faut en passer par là, malheureusement. Je vais vous donner à chacun 15 minutes, et puis on fera comme ce matin, vous discuterez dans un premier temps entre vous, et ensuite on ouvrira la discussion avec la salle. Je vais donc commencer par donner la parole à Véronique Bontemps, chargée de recherche en anthropologie au CNRS, à l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, pour une intervention qu'elle a intitulée « Être chercheuse sur la Palestine avant et après le 7 octobre, intimidation et censure institutionnelle ». Véronique, à vous. Ça marche? Oui. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que c'est important de venir faire des rendus d'expérience quand on a des expériences pénibles comme celle que je vais vous raconter. C'est pas tout à fait évident non plus, hein, parce que c'est des faits qui m'ont affecté personnellement et qui sont pas si anciens. Donc voilà. Il y aura forcément des jugements, mais bon, c'est inévitable. Donc, ma communication va tenir donc à la fois du témoignage et aussi un peu d'une espèce d'analyse encore un petit peu à chaud de ces événements. Donc, pour dire les choses en 3 mots, donc je me représente. Je suis chercheuse au CNRS, je suis anthropologue, je travaille sur les sociétés palestiniennes depuis une vingtaine d'années maintenant. Je coordonne aussi depuis une dizaine d'années, un peu plus, un séminaire sur les sociétés palestiniennes à l'EHESS. Voilà, c'est à ce titre que je suis rattachée également à cette institution, de par mon laboratoire. Et pour faire simple, en fait, ce qui m'est arrivé, en gros, c'est que j'ai été saisie d'une procédure disciplinaire par le PDG du CNRS suite à avoir relayé sur une liste de débats internes à l'EHESS un communiqué syndical qui venait d'un syndicat étudiant de l'EHESS. Je vais vous détailler ça un petit peu. Voilà, c'est pour que vous sachiez tout de suite de quoi il s'agit. Donc, j'ai appelé ma communication « Être chercheuse en Palestine avant et après le 7 octobre ». Alors, je tiens tout de suite à préciser que le 7 octobre 2023, ça a été une rupture très importante, mais qu'il existe à mes yeux des formes de continuité dans les soupçons dont nous faisons l'objet en tant que chercheurs et chercheuses sur les sociétés palestiniennes. Et si, après le 7 octobre, bien entendu, après l'horreur des attaques du 7 octobre, ces soupçons ont trouvé un espace dans lequel se déployer, en fait, où nos tentatives de contextualisation, je parle de moi, mais aussi de collègues, hein, ont été soupçonnées de soutien à un groupe terroriste. Ce soupçon, en fait, il n'est pas nouveau, c'est pas apparu le 7 octobre.
nous étions déjà souvent considérés par une partie de nos collègues comme des idéologues, ça rejoint un peu ce dont on parlait ce matin, et nos travaux parfois considérés quasiment comme de la propagande, du fait même que, en tant qu'anthropologue, l'empathie est un moteur de la recherche, hein, du fait même qu'on produisait un point de vue situé sur les sociétés qu'on étudiait. À titre d'exemple, et pour commencer, donc, je voudrais en fait citer, je vais faire une citation assez longue d'un entretien que j'avais donné à la FPS, qui est l'Association française Palestine Solidarité, et qui est paru dans leur bulletin en août 2023. Donc j'avais fait l'interview dans la première moitié de 2023, donc on est avant le 7 octobre. Donc la question qu'on m'avait posée, c'était « Avez-vous constaté une évolution dans la recherche sur la Palestine au sein des universités françaises ?» Et donc je réponds, donc on est en début 2023, « Lorsque j'entre dans le milieu de la recherche au début des années 2000, il y a énormément de travaux sur la Palestine. Les années 90 ont été riches en questionnements après le processus d'Oslo et grâce au fort intérêt politique qui entourait le Proche-Orient. Beaucoup de jeunes chercheurs se sont intéressés à la fabrication de l'État, aux modalités de négociation ou au fonctionnement d'un processus de paix par le biais de la question palestinienne. » Donc toute cette émulation ne retombe pas dans les années 2000, hein, je vais vite. Il y avait une vraie équipe de chercheurs sur la Palestine et donc je dis je ne me suis jamais sentie seule ou bloquée parce que je travaillais sur le terrain palestinien, au contraire. Je daterai un basculement à partir de 2013-2014. La pression sur les universitaires a, il me semble, commencé à être bien plus forte et ce particulièrement après l'opération israélienne sur la bande de Gaza de l'été 2014. Vous vous souvenez qu'il y avait une manifestation en soutien au peuple palestinien qui avait été interdite à l'époque par la préfecture... Enfin, non, c'était le ministre de l'Intérieur qui l'avait interdite. De nombreux chercheurs ont vu leurs travaux remis en question. S'intéresser à la question palestinienne nous rendait partisans, voire complices du Hamas ou du djihad islamique. La particularité de la question palestinienne tient aux débats qui ont suivi les tentatives d'assimilation de l'antisionisme à de l'antisémitisme. Si des chercheurs ou des journalistes ont démonté cette idée, qu'elle ne semble pas faire consensus dans la société, elle permet en tout cas d'instiller un doute sur la possibilité d'une dérive de l'un vers l'autre et ainsi de justifier les questionnements sur l'éthique ou les intentions cachées de celles et ceux qui s'intéressent à la Palestine. Prenons un exemple. À mes débuts, nous étions plusieurs à ne pas avoir de mal à nous identifier comme chercheurs et comme engagés en soutien du peuple palestinien parce que cela renvoyait au soutien à une population opprimée et surtout à la défense du droit international. Depuis les débats autour de la manifestation interdite à Paris à l'été 2014, il est devenu très compliqué pour un chercheur de s'affirmer comme tel dans le discours public. De s'affirmer comme tel, tant le discours public a réussi à rendre dans le vocabulaire commun l'appellation pro-palestinienne comme quelque chose de malveillant. Le raccourci avec le soutien au Hamas est systématiquement fait par ceux qui nous dénigrent. Ainsi, nous constatons que les chercheurs qui signent des pétitions, qui participent à des événements publics au sein du mouvement de solidarité, sont remis en question. Sont-ils des idéologues ou des chercheurs? Sont-ils militants ou scientifiques? Font-ils de la recherche ou du plaidoyer contre Israël? Donc ça, c'est pour vous poser un peu le contexte dans lequel on était quand même déjà pris en tant que chercheurs sur les sociétés palestiniennes avant la déflagration du 7 octobre. Voilà, il y avait une forme de soupçon et avec plusieurs choses, des termes qu'on a utilisés ce matin qui, vous le voyez, se mélangent. Hein, l'implication, l'engagement, le militantisme, l'idéologie. Voilà, c'est des choses qui sont ni très claires ni très bien définies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, moi? Qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc, le 7 octobre, début octobre, en fait, 2023, je m'apprêtais à partir pour un terrain en Cisjordanie. Voilà. Et le 7 octobre au matin, en fait, j'ai reçu un coup de téléphone de mon ex-conjoint, qui est aussi le père de mon fils, et qui est palestinien de Cisjordanie, mais il était à Paris. Et donc, il m'explique que des commandos du Hamas ont brisé le mur qui sépare la bande de Gaza d'Israël, qu'il y a un affrontement avec des soldats, que les commandos progressent dans le territoire israélien, etc. Donc tout de suite, je suis hyper inquiète. Je me dis que bien sûr ma mission va être annulée. Donc je passe une partie du week-end à chercher des informations sur ce qui est en train de se passer. Alors ce week-end-là, en fait, les commentateurs étaient nombreux à établir le parallèle avec la guerre du Kippour. Il faut se remettre dans l'ambiance de ce week-end. Hein. Moi, je l'ai pas oublié, mais bon, tout le monde ne s'en souvient pas. Les commentateurs étaient nombreux à faire le parallèle avec la guerre du Kippour de 73. Et moi, je m'imaginais une opération militaire menée contre des soldats israéliens. Et ces 2 premiers jours, en fait, la couverture médiatique a filtré comme ça, au compte-gouttes, des petites informations. D'abord centré sur les brèches dans le mur de séparation, sur l'attaque des postes frontières, etc. Et la réalité des massacres de civils perpétrés par le Hamas et d'autres groupes palestiniens est apparue progressivement en fait, dans les jours qui ont suivi, au fur et à mesure que l'armée israélienne reprenait le contrôle des localités attaquées.
Donc dans ce contexte-là, en fait, le dimanche 8 octobre, en début d'après-midi, j'ai été contactée par des membres d'un syndicat étudiant de l'EHESS qui me disaient qu'ils préparaient un communiqué sur la situation en Palestine, qu'ils n'avaient pas accès à leur boîte mail institutionnelle pour diffuser ce communiqué sur les listes dédiées. Et donc, ils m'ont demandé si je voulais bien relayer leur communiqué pour elles et eux. Donc, je précise qu'il s'agit d'une liste en fait de débats internes à l'EHESS. Il y a une liste qui s'appelle Vie scientifique, il y a une liste qui s'appelle Information, et puis il y a une liste qui s'appelle Discussion débat, et qui est elle entièrement dédiée au débat justement et à la communication syndicale justement. D'ailleurs, c'est là que passent les communiqués syndicaux. Donc, je donne mon accord de principe, je lis le texte très rapidement, et trop rapidement, on en reparlera, et je le relaye dans la mesure où il me semblait important de replacer cette attaque du 7 octobre dans une histoire longue et asymétrique du conflit israélo-palestinien qui n'a pas débuté ce jour-là. Donc, je vais vous donner un peu plus d'éléments sur le contenu du texte. Donc, en fait, ce texte... qualifier l'attaque du Hamas comment dire, ce texte disait, parlait du Hamas comme d'un groupe résistant et il terminait en disant en rappelant le droit du peuple palestinien à obtenir son autonomie, y compris par la lutte armée, ce qui est une résolution, ce qui est un principe du droit international, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, même si ce texte n'appelait rien d'autre qu'au droit international, il comportait quand même des formulations claires et pas très précises, et j'aurais été certainement plus avisée d'en discuter avec elle et eux et de l'amender plutôt que de le relayer direct. Ça, c'est une chose que je veux dire tout de suite. Et par ailleurs, le timing n'était pas idéal, comme je vous l'ai dit, puisqu'en fait, on savait très peu de choses sur ce qui était en train de se passer. Donc, c'était pas génial. Et d'ailleurs, le lundi 9 octobre au matin, en apprenant l'attaque de la Rave Party dans le sud de l'État d'Israël, j'ai très vite, très tôt le matin, j'ai écrit un message public sur la même liste en prenant mes distances avec des formulations certaines formulations du communiqué en disant que je ne les cautionnais pas et en rappelant explicitement l'évidence que je condamnais les massacres de civils, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nationalité. Donc voilà, ça c'est le rappel des faits. J'en viens aux conséquences en fait qui ont été quasi immédiates. Donc la première chose, ça a été des violentes attaques de la part de collègues et ce qui est intéressant de noter, c'est que ces collègues en fait s'en prenaient non pas tant au fond du communiqué qu'à moi, qu'à ma personne, d'accord ? C'est-à-dire, j'ai fait l'objet d'attaques personnelles, donc certaines publiques sur la même liste, d'autres par des mails privés, qui ont remis, en fait, plutôt que de critiquer le texte que j'avais transmis, ont remis en cause non seulement ma personne, bien sûr, mais aussi ma légitimité scientifique et le séminaire que je coordonnais. Donc, je ne vais pas tous vous les citer parce que ça donnerait mal à la tête, mais je vous en cite juste un qui exprime « Nous sommes nombreux à ressentir depuis bien longtemps la honte d'appartenir à la même institution que Madame Bontemps, dont les prises de position effrayantes ne sont que le reflet d'une activité qui passe pour scientifique et dont la médiocrité est manifeste aux yeux de tous. Elle n'est que l'expression d'un militantisme qui corrompt nos pratiques professionnelles et en donne une image déplorable. » Vous voyez, depuis bien longtemps, je pense qu'il y avait quand même une opinion qui était déjà faite, qui attendait un moment pour s'exprimer. Et je précise que par ailleurs, ce collègue, je ne le connais pas personnellement et je ne l'ai jamais vu assister à un de mes séminaires. Donc, voilà. Alors évidemment, j'étais très affectée par ce message, bien sûr. Si je comprends qu'on ait pu réagir vivement à la lecture du texte du communiqué, surtout dans l'atmosphère d'émotion intense, en fait, qui entourait ce moment-là, j'aurais pas imaginé qu'on puisse me prendre à partie, moi, en délégitimant mon travail. Voilà. Heureusement, d'autres collègues m'ont interpellée de manière beaucoup plus respectueuse sur des points, et j'ai pu préciser ma position et j'ai pu m'expliquer d'une manière civilisée, si j'ose dire. Et ça en serait sûrement resté là. Non, ça en serait sans doute pas resté là, puisqu'il y a eu quand même des pressions de la part de collègues pour faire supprimer mon séminaire sur la Palestine. D'ailleurs, suite à ça, j'ai fait une demande de protection fonctionnelle parce que j'avais vraiment peur pour l'avenir du séminaire qui a jamais obtenu de réponse. Donc finalement, ça en serait probablement resté là si j'avais pas été saisie donc, dans un temps record d'une procédure disciplinaire engagée par le PDG du CNRS, donc au motif, je cite le rapport de saisie, d'apologie du terrorisme, d'incitation à la haine raciale et de manquement au devoir de réserve.
bon, je vais pas, comme j'ai pas toute la vie, je vais pas refaire toute l'histoire, hein, mais c'est important de noter que j'ai été très très rapidement saisie par le PDG lui-même de cette procédure disciplinaire, alors que normalement il y a des étapes réglementaires hein, pour saisir quelqu'un en procédure de discipline. Normalement, ça aurait dû être le délégué régional ou la déléguée régionale qui me convoque. J'aurais dû avoir la possibilité de m'exprimer, de donner ma version des faits, etc. Rien de tout ça s'est passé. Et 4 jours plus tard, j'ai reçu un recommandé me disant « Vous allez passer en commission de discipline » et sans me dire quand, comment, quel était le contenu du rapport, quels étaient les chefs d'accusation. Donc en fait, je suis restée pendant 1 mois et demi sans savoir quand est-ce que j'allais passer devant cette commission et sous quel chef d'accusation. Voilà. Donc, quels ont été les effets de tout ça? Bon, évidemment, notre collègue Bruno Andreotti ce matin parlait de dépression de 2 ans. Bon, ça va, je suis pas tombée en dépression, mais je vous dirai pourquoi après. Mais évidemment, ça a été très difficile. J'ai dû déployer mon énergie et mon temps à me défendre, en fait. Donc, constituer un dossier, prendre les services d'un avocat avec l'aide de mon syndicat, etc., etc. Et surtout, en fait, cette procédure, elle a eu aussi pour effet très net de me faire complètement taire. Parce que je suis pas une très grande habituée des débats, enfin des plateaux télé. Je réponds à la presse avec parcimonie, parce que j'aime bien répondre exactement quand c'est mon champ d'expertise. Mais là, en fait, en l'occurrence, j'avais été sollicitée par 4 médias différents pour parler, en tant que spécialiste de la Palestine, pour parler de ce qui était en train de se passer. Et j'ai tout refusé, en fait, de craindre que, dans le cadre de la procédure de discipline, ce soit utilisé d'une manière ou d'une autre contre moi. Donc, autocensure, hein, je me suis tue face à la presse et aux médias, je me suis fait la plus petite possible. Et puis, c'est vrai que les conséquences de ça, c'est que ça entame quand même la confiance dans une institution qui, au lieu de vous protéger, vous attaque, en fait. Hein, voilà. Enfin, la procédure elle-même, donc la commission de discipline qui s'est tenue finalement le 18 décembre, qui a duré 4 heures, c'est quand même éprouvant et je l'ai vécu comme une forme quand même d'humiliation personnelle. Il me reste combien de temps ? Il ne reste plus, d'accord. Eh bien, je voulais parler un peu du contenu du texte, mais j'en parlerai dans les questions. Et je voudrais quand même juste faire une petite... deux remarques pour terminer. Donc, il n'est pas anodin que lors de cette commission, comme dans le rapport de saisine, aient été criminalisés des termes comme colonisation, comme occupation, comme apartheid, qui font en fait partie du débat entre les spécialistes des questions de société coloniale, du Moyen-Orient, etc. Et que les utiliser ne constitue en soi ni une atteinte au devoir de réserve, ne devrait pas, ni une incitation à la haine d'Israël, ni une infraction pénale. Bon, c'est là que jouent les effets de censure et d'intimidation, en fait. Et deuxième point, cette affaire a eu des répercussions puisque beaucoup de collègues autour de moi m'ont dit en fait ne plus parler du tout, en fait, refuser aussi, ne plus vouloir s'exprimer sur ces questions-là. Voilà, il y a eu un article dans Mediapart là-dessus. Et pour terminer, je conclus là-dessus. Voilà, la note positive, c'est que le collectif, non seulement du syndicat, mais aussi d'un noyau de collègues qui m'ont beaucoup soutenu, m'ont vraiment aidé à traverser tout ça, et notamment mes camarades du syndicat qui ont vraiment fait de ce combat, en fait, cette défense, vraiment un moment collectif, en considérant que c'était des choses qui pouvaient arriver en fait à tout le monde, et que c'était pas uniquement pour me rendre service, mais que c'était aussi pour alors la liberté d'expression. Voilà, je laisse les choses en suspens. Merci beaucoup. Merci Véronique. On va laisser la parole à Sébastien Boulet, notre collègue de l'Université Paris-Cité, maître de conférence en anthropologie du CEPED, Centre Population et Développement. Et il a intitulé ça « Communication, ingérence étrangère, éthique des institutions et liberté d'information du chercheur travaillant sur le Sahara occidental ». À toi la parole, Sébastien. Merci Marie, merci pour l'invitation à ce colloque. Pour ma part, je travaille dans cette région ouest saharienne depuis à peu près 25 ans, à peu près comme toi, au Sahara occidental depuis 2010. Le Sahara occidental, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est peut-être le cas, c'est donc un territoire qui est entre le Maroc et la Mauritanie, mais que le Maroc considère comme une partie de son espace. En droit international, le Sahara occidental est considéré comme un territoire non autonome,
comme la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, et d'autres territoires. Donc le dernier territoire africain en attente de décolonisation, puisque ancienne colonie espagnole, l'Espagne est partie en 1975 en s'arrangeant avec les deux voisins, la Mauritanie au sud, le Maroc au nord, pour qu'ils se partagent ce territoire. Un mouvement de libération qui naît à peu près à la même époque, le Front Polisario, qui revendique ce territoire et son droit à l'autodétermination. S'ensuit une guerre de 1975 à 1991. Un cessez-le-feu en 1991 qui est signé sous les auspices des Nations Unies avec une mission d'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui en 1991. Référendum qui n'a jamais pu avoir lieu. La guerre a repris en 2020. Voilà, c'est un territoire où les droits de l'homme, le droit humanitaire international sont quotidiennement bafoués. Les observateurs internationaux qui s'y rendaient ne peuvent plus le faire depuis 2014. Journalistes, élus, chercheurs, etc. Ils sont systématiquement expulsés aujourd'hui. J'ajoute que la France a longtemps joué en coulisses un rôle important dans l'irrésolution de ce conflit, grâce à sa position au Conseil de sécurité et au nom de ses amitiés marocaines. Donc en travaillant sur cette zone, je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait un certain nombre de chercheurs qui travaillaient sur cette région. Donc j'ai co-organisé avec un collègue de l'UMR Citer à Tours en 2016 un colloque international sur le Sahara occidental et sur ce conflit très, très ancien. Dans l'amphi d'Urkheim en 2016. Donc c'était un colloque vraiment donc, de 2 jours qu'on a mis 2 ans à organiser avec plein de collègues qui venaient de différents pays. Et à la suite de ce colloque, on a décidé de créer un observatoire universitaire, international, donc un collectif qui suit en fait l'évolution du conflit. Aujourd'hui, on est une centaine de membres, on organise des différentes activités, des colloques, des conférences, etc. Pour essayer de rendre visible ce conflit qui est beaucoup moins connu que d'autres et cette situation coloniale dont on parle rarement finalement comme telle. Avec quelle ligne? Parce que ça, c'est une vraie question. La question du cadre dans lequel on travaille. Et notre ligne, effectivement, dès le départ, ça a été celle du droit international. Voilà. Mais c'est une ligne, effectivement, qui est plutôt, qui va plutôt contenter certains et attrister d'autres. Bon, voilà. Donc c'est vrai que notre observatoire est constamment sous les feux de la critique, y compris de la part des gens qui sont proches du Front Polisario, qui vont nous reprocher de ne pas être assez ceci ou de ne pas être assez cela. Et bien sûr, du côté des amis du Maroc, moi-même j'adore ce pays, et j'ai plein d'amis marocains, hein, c'est pas... Voilà. Mais voilà. Donc, depuis 2016, je dois parler aujourd'hui d'ingérence étrangère, et c'est vrai que depuis 2016, on est l'objet d'actions régulières, de perturbations, d'intimidation de la part de l'État marocain, et le plus souvent indirectement, de la part notamment de collègues du milieu académique. Pour le colloque, je vais donner quelques exemples. Pour le colloque de 2016, on avait eu par exemple... Il reste 11 minutes, ça va. Le colloque de 2016, on avait eu un contre-colloque qui avait été organisé, on l'avait appris vraiment sur le tard, le même jour, par donc, un centre de juristes de notre université, le centre Maurice Horiou, que je me permets de citer. Voilà. Et donc le même jour, dans la salle du conseil de l'université, rue de l'école de médecine, avec la carte du Grand Maroc sur l'affiche du colloque, alors qu'à l'époque, la France ne reconnaissait pas encore la souveraineté du Maroc sur ce territoire, ce qui est le cas depuis quelques semaines, comme vous l'avez sans doute vu à la télévision et dans d'autres médias. Donc voilà, et là, on a réalisé qu'effectivement, c'était peut-être un peu compliqué d'organiser des choses en France sur le sujet. 1 an plus tard, on organise une journée d'études en octobre 2017 sur les droits de l'homme au Sahara occidental. Donc notre doyen du FR de l'époque est approché par des associations de ressortissants marocains.
Et puis, donc, on avait invité, il y avait des juristes, hein, d'ailleurs, des spécialistes de droit humanitaire, de droits de l'homme, etc. Et puis, on avait des anciens prisonniers politiques sahraouis qui étaient là, dont certains avaient passé plus de 20 ans en prison dans les bagnes de Hassan II. Et là, il y avait une ancienne détenue qui était en train de parler, qui est présidente d'une association sur les violences et les droits humains au Sahara occidental. Et à ce moment-là, s'introduisent dans l'amphi d'Urkheim, une dizaine d'étudiants avec des foulards qui cachaient leur visage et qui jettent des tracts criant Polisario terroriste, etc. Et des étudiants qui ont été coursés par nos agents de sécurité, arrêtés par la police. Et puis ensuite, on n'a jamais entendu parler de ces événements. On n'a jamais été sollicité par ailleurs. Et le tract nous accusait de propagande anti-marocaine. Il était signé par des étudiants et par des enseignants dont on pense très vraisemblablement que ce sont les mêmes professeurs de droit qui avaient organisé ce contre-colloque un an avant et qui sont connus pour être très très proches de la monarchie. 2021, on organise une conférence sur la nouvelle donne géopolitique régionale entre l'Union européenne, le Maroc et l'Algérie, pareil dans l'amphi d'Urkheim. Notre doyen est le doyen de la faculté Société Humanité, je ne sais pas s'il est encore là, mais apparemment a été contacté directement sur son téléphone portable personnel, lui disant qu'il y avait dans son université un observatoire qui quand même portait atteinte aux intérêts et à l'image du Maroc. Donc il avait été contacté par un employé de l'ambassade, hein, pas par l'ambassadeur lui-même, ni par le numéro 2 ou le numéro 3, par un simple employé de l'ambassade du Maroc. En 2020, dernière chose, on dénonce des recherches qui sont menées par l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, avec des chercheurs marocains au Sahara occidental, territoire non autonome des Nations Unies, territoire sous occupation, hein, qui est considéré comme tel par les Nations Unies, et qui suppose un certain nombre de procédures, en tout cas, si on veut faire notamment des fouilles archéologiques, puisque c'était notamment le cas avec l'IRD. Donc on a demandé à l'IRD de répondre à nos questions. L'IRD s'est contenté de ne pas nous répondre jusqu'à temps qu'on saisisse la commission d'accès aux documents administratifs qui a, en 3 jours, la PDG de l'IRD a été obligée de nous envoyer les conventions de recherche qui, effectivement, s'inscrivaient en violation du droit international. Donc je pourrais continuer à égrener comme ça les incidents. La question, c'est, dans les 5 minutes qui me restent, 7 minutes, bah, ça va. Alors, pourquoi dérangeons-nous autant ? Il me semble effectivement que notre liberté de parole, hein, j'ai l'impression qu'elle agace quand même pas mal des régimes qui sont habitués à réprimer celle-ci et à tordre le droit comme ils l'entendent. Il y a aussi, je pense, c'est plus des questions hein, finalement, mais que, en tout cas en SHS, parce que je ne suis pas sûr que mes collègues juristes du centre Maurice Orion ont déjà mis les pieds au Sahara occidental, mais en tout cas, nous, en SHS, on connaît un petit peu le terrain. Moi, ça fait 25 ans que j'y vais, je parle la langue locale, etc. Et donc, on a aussi cette capacité à témoigner, et ça, je pense, de réalité locale. Et je pense que ça aussi, peut-être que ça dérange. Également, en tant que chercheur, la connaissance rigoureuse que nous sommes en mesure de produire dans un monde, effectivement, comme il a été beaucoup dit ce matin, où la qualité de l'information est de plus en plus sujette à caution. Et puis, il y a quand même le lieu, on est à l'université, et j'ai l'impression qu'en fait, ça devient un des derniers lieux à partir desquels on pourrait encore porter un regard critique sur le monde et débattre de l'état du monde. Il apparaît néanmoins que ces libertés sont de plus en plus menacées, en l'occurrence ici, par un État qui s'ingère en fait dans notre espace public, qui essaie de faire pression sur nos universités, etc. Donc, il me semble qu'un collectif comme le nôtre, et c'est pour ça aussi qu'on l'a créé, hein, c'est intéressant parce qu'on a un collectif international interdisciplinaire avec quand même une centaine de personnes qui sont dans différents pays et qui donc fournissent une masse critique qui peut-être fait peur,
une masse critique conséquente sur ce conflit et sur ce territoire et ses populations. Et aussi simplement le fait que nous, je crois, mais je me trompe peut-être parce que je suis trop dedans, mais qu'on se limite en fait à documenter un conflit, à informer aussi à partir de nos travaux. Donc, notre avenir maintenant, est-ce qu'on va pouvoir continuer à travailler comme ça? On a des forces, mais on est toujours un petit peu sur la corde raide. On est quand même, c'est jamais simple. Tant que la position française s'alignait sur le droit international et les résolutions onusiennes appelant à un référendum d'autodétermination, on disposait véritablement d'un levier important pour dénoncer la situation coloniale. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer depuis que notre président a franchi cette ligne rouge, en reconnaissant cette souveraineté marocaine sur ce territoire en échange, vous avez vu peut-être à la télévision, de signature de contrats très très importants avec des grandes sociétés françaises, etc. Maintenant que l'État français est sorti de la légalité internationale, de manière tout à fait décomplexée d'ailleurs et assumée par notre président, on va devoir passer effectivement à une étape différente, celle de dénoncer en fait le rôle de l'État français dans la colonisation de ce territoire, puisque la France va être complice finalement, officiellement, de la colonisation de ce territoire, malgré que quelques semaines avant, la Cour de justice de l'Union européenne ait rappelé dans un arrêt suite à un appel du Maroc par rapport à la signature de conventions d'accords commerciaux agricoles et de pêche avec l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne s'était prononcée sur avait prononcé l'annulation de ces accords, puisqu'en fait ces produits agricoles et de pêche venaient du Sahara occidental, et donc la Cour de justice de l'Union européenne avait rappelé qu'en fait il s'agissait de deux territoires distincts et que ces accords devaient être annulés. Le Maroc avait fait appel, et cet appel n'a pas été reçu par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc ça veut dire que la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît que ces deux territoires sont distincts, mais la France, ça ne l'a pas empêché. En tout cas, ça n'a pas empêché notre président de passer à la reconnaissance. Voilà, donc maintenant, c'est vrai que les lobbies marocains en France vont pouvoir se reposer, puisque finalement, l'État français va prendre le relais de la promotion des intérêts marocains sur notre territoire. Et ceci, malgré le Maroc-Gate au Parlement européen, les procès intentés à nos journalistes d'investigation, l'espionnage de nos téléphones par le logiciel Pegasus. Donc, je pense que vous avez entendu parler de tout ça. Voilà, donc je pense que ça va être de plus en plus compliqué de parler de la situation de ce territoire en France, puisque là, les gens vont se sentir... très fort par rapport à ça. Donc voilà, pour terminer, c'est vrai que je suis un personnel de la fonction publique française, et finalement là je m'apprête à devoir dénoncer finalement la complicité de mon employeur en quelque sorte avec des faits de colonisation. Donc, et va-t-on nous laisser continuer à faire notre travail de veille et d'information? J'ai quand même des doutes par rapport à ça. Voilà, donc c'est des questions en tout cas qui se posent et que je vous pose et qui pourront nourrir le débat, j'espère. Merci. De facto, Sébastien, la France s'accommode très très bien de la liste des Nations Unies sur les territoires non autonomes, puisque la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie y sont inscrites. Ça va, hein? Donc ça risque d'aller aussi. Ce ne sera pas la première contradiction. Je vais tout de suite passer la parole à Nicolas Rochetin, qui est maître de conférence en physique de l'atmosphère. On change complètement de champ disciplinaire, au laboratoire de météorologie dynamique de l'ENS Ulm, pour une communication intitulée « Le choix du syndicalisme pour une recherche subversive ». Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous, et merci aux organisatrices de m'avoir invité. Je suis très honoré d'être dans ce lieu illustre.
Donc, comme ça a été dit, moi je suis enseignant-chercheur à l'ENS et je travaille donc sur la physique de l'atmosphère, mais je ne suis pas directement chercheur sur le changement climatique, je travaille sur le cycle de vie et l'organisation spatiale des orages. Donc, bon, voilà, ça reste un peu éloigné du sujet, mais quand même, je me définis comme scientifique du climat, vu que je suis dans ce monde-là, que je connais pas mal de gens qui travaillent là-dessus. Et je suis aussi là en ma casquette de syndicaliste. Voilà, donc d'où le titre de mon intervention, un titre un peu abscon que je vais essayer de clarifier, j'espère. Et je suis aussi quand même collaborateur occasionnel du mouvement Scientifiques en Rébellion, qui vous a été un peu présenté et dont je côtoie certains membres et dont je partage aussi quand même beaucoup des prises de position. Voilà. Donc bon, alors pour essayer d'expliciter ce titre un peu, ouais, parfois j'ai pas trouvé mieux, mais tant pis. Donc bon, voilà, moi mon idéal, c'est vraiment la poursuite d'un enseignement supérieur et d'une recherche qui soit fidèle à sa mission première, en tout cas à mes yeux, qui est d'augmenter le niveau culturel du pays, c'est-à-dire de produire et de diffuser des connaissances au plus grand nombre. Et c'est là où le bas blesse, c'est vraiment au plus grand nombre. C'est un peu ce qui a été dit avant, notamment par Bruno, mais pas que. Parce que dans le contexte actuel, que pas mal d'entre vous connaissez, c'est-à-dire la marchandisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui s'inscrit dans le processus de Bologne, qui a été initié en 1999, je crois. Finalement, l'enseignement supérieur à la recherche, il fait partie d'un tout. Elle est un maillon de l'économie, ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Et donc le corollaire de ça, c'est finalement que l'université et que les étudiants sont davantage un gisement de main-d'œuvre qualifié qu'autre chose. Et ce gisement de main-d'œuvre, les étudiants en particulier, on doit en faire une main-d'œuvre employable, mobile, etc. Donc ça, c'est explicitement écrit. Donc ça privilégie bien sûr le savoir dans sa dimension technique plutôt que critique. C'est bien ce que moi je leur reproche. Donc plutôt l'aspect compétence plutôt que connaissance. Donc la loi LRU, les lois LRU et la LPR, donc elles s'inscrivent en pleine lignée de cet agenda politique, du processus de Bologne, pardon. Et donc elle va de pair avec une autonomie évidemment qui est l'antiphrase qu'a parfaitement illustré Bruno Andréotti auparavant, des universités qui va de pair en fait avec leur fragilisation et notamment sur le plan financier. Donc, et aussi par la valorisation de la compétition, les sous-effectifs, la précarité, la sous-traitance, etc. Et donc la perte d'indépendance, elle se fait évidemment par la baisse d'allocation, et donc par le recours de plus en plus important, de plus en plus massif aux fondations privées, au mécénat, et aussi à des plans gouvernementaux que moi je qualifie de technosolutionnistes, voilà, qui privilégient des solutions techniques, etc., plutôt que des solutions alternatives, disons des réflexions plus fondamentales. Aussi des partenariats, on peut le dire, avec les complexes militaro-industriels. Donc nous, on connaît ça bien dans les sciences du climat. Le CEA, ils ont des supercalculateurs qui sont plus puissants que par exemple pour le CNRS, etc. Donc bon, voilà. Donc par rapport à ça, pour afficher ma position, la non-neutralité, moi j'affiche, en tout cas, je défends une non-neutralité assumée et transparente. Voilà. Et effectivement, là-dessus, j'affiche tout de suite le décor, et dans la mesure, en réaction au fait à une non-neutralité qui est patente dans l'institution de recherche et d'enseignement supérieur. Voilà. Cette non-neutralité, elle est patente, elle peut être montrée scientifiquement, je dirais. Et donc face à ça, je ne vois pas pourquoi moi j'afficherais une neutralité, puisque afficher une neutralité par rapport à un courant qui ne l'est pas, c'est tout simplement ne pas être neutre. Donc la science officielle, ou en tout cas dans son appareil, elle est ouvertement, on va dire capitaliste, pour dire les choses clairement. Elle est pétrie de valeurs capitalistes. Quand on entend les mots excellence, talent, compétition, dont le PDG du CNRS aime à se gargariser, eh bien forcément, si on défend un autre idéal, on est un contre-pouvoir, donc on n'est pas neutre. Donc cette non-neutralité, je l'affiche très clairement. Évidemment, cette confusion entre neutralité et objectivité, elle est toujours maintenue, elle est toujours savamment maintenue, justement, pour brider la parole dissidente. Et ça, nous, les scientifiques du climat, on connaît ça assez bien aussi. Donc aller vers plus de démocratie, c'est l'affiche d'une science de contre-pouvoir. Donc, après les stratégies possibles, d'après moi, pour lutter contre ça, donc il y a l'aspect légaliste qui a été vraiment bien illustré par Bruno juste auparavant,
Après, il y a l'information scientifique, c'est-à-dire vraiment, moi, ce que je considère être un peu plus la stratégie de Scientifiques en Rébellion, c'est-à-dire de montrer des faits scientifiques qui sont susceptibles d'alerter l'opinion, qui sont aussi susceptibles de créer des solidarités dans le monde même de la recherche, et donc de passer à un rang supérieur. En fait, la création d'Extinction Rebellion, enfin des Scientifiques en Rébellion plus exactement, c'est vraiment la constat d'une impuissance, constat d'impuissance des scientifiques à convaincre des politiciens, des donneurs d'ordre, etc., qui sont soit dans le déni, soit dans le refus, soit dans l'indifférence, ou soit même dans la récupération. En ce moment, on vit ça beaucoup, la récupération. Et donc, qui ont décidé de passer à l'activisme, tout simplement parce que leur devoir moral les obligeait à le faire. Donc, face, encore une fois, à cette crise climatique et environnementale, qui est, encore une fois, patente. Donc ça passe par la diffusion de contenu scientifique et d'actions coup de poing, etc. Voilà. Donc moi, je soutiens ce type d'action dans la mesure où c'est susceptible de créer des solidarités. Voilà, je m'accommode assez bien du franchissement de cette ligne qui est la neutralité, parce que justement, elle est susceptible, leurs actions, d'après moi, sont susceptibles de créer des solidarités dans le monde scientifique, avec le monde étudiant, et même au-delà. Donc pour moi, ça c'est vraiment la clé, de vraiment arriver à créer des solidarités. Après, il y a l'autre aspect, donc c'est celui sur lequel moi je me place, qui est vraiment la lutte politique assumée, c'est-à-dire la lutte des classes. Pardonnez l'archaïsme du terme, mais c'est s'attaquer au contenant. C'est pas tant s'attaquer au contenu scientifique, puisque moi, mon thème scientifique, finalement, c'est pas le changement climatique, c'est quelque chose de plus naïf, on va dire, de plus innocent que ça. Le cycle de vie des orages, bon, ma foi. Mais vraiment, c'est d'attaquer d'identifier un ennemi de classe, voilà, donc ça, encore une fois, c'est mon dada, à combattre, et non pas à convaincre. Ce qui veut dire que, étant entendu qu'on a identifié un ennemi de classe, qui est l'appareil universitaire, enfin administratif, hein, je fais bien la distinction entre l'appareil et les scientifiques ou les universitaires, eh bien, on doit créer des solidarités pour faire tomber cet appareil-là, et pour défendre en même temps, et ça passe aussi, et en même temps, par la défense des intérêts des travailleurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Parce qu'on ne peut pas à la fois afficher son soutien à la cause climatique et précariser la recherche, précariser les personnels de recherche, faire en sorte et casser le service public tout simplement de l'enseignement de la recherche. Ça, c'est c'est clairement une hypocrisie. Donc, les pressions, alors pourquoi on n'y arrive pas beaucoup? Ça c'est normal, on a des forces contraires qui sont très, très fortes. Alors au niveau institutionnel, moi je suis évidemment moins exposé que mes collègues qui viennent de parler avant moi, parce que voilà, je ne vais pas dans le débat public, je ne m'expose pas dans les médias, je n'ai pas de menaces de mort, etc. Ce qui arrive à certains de mes collègues qui s'exposent, eux, et qui ont ce courage-là. Moi je ne l'ai pas. Mais par contre, au niveau local, ça oui. Au niveau local, on vit des choses qui sont assez difficiles à vivre vis-à-vis de collègues qui soit donc peuvent être très vindicatifs, très virulents, nous opposer exactement ce qui vient d'être dit avant. Ça m'a beaucoup marqué sur des listes mail pareil, de diffusion de contenu. On nous reproche d'être des frustrés, on reçoit des choses qui sont assez violentes parfois, des récriminations, des suspicions d'idéologie, etc., etc. Il y a l'indifférence aussi, beaucoup. C'est difficile de tracter envers les collègues et de côtoyer des gens. Et puis d'un coup, quand on sort un tract, là, il y a une espèce de ça, c'est assez bon. Ça, on l'a vu tout de suite. Et voilà, et des pressions. Après, il y a d'autres aspects plus institutionnels qui font qu'on a des difficultés à mobiliser. C'est évidemment l'organisation du travail dans l'enseignement supérieur à la recherche, c'est-à-dire la division du travail entre précaires et permanents, les précaires qui sont amenés à produire véritablement la recherche et l'enseignement, et en fait les permanents qui, eux, sont transformés de plus en plus en employeurs, en managers, gestionnaires de projets, etc. Donc cette division du travail, elle porte évidemment atteinte à des solidarités plus larges. Et évidemment, et ça on en a un peu parlé, les conflits d'intérêts qui entravent l'action militante par simple principe de réciprocité. C'est les récipiendaires de bourses ou de mécènes, évidemment, vont être moins emprunts à critiquer ces institutions. Donc voilà, la crédibilité des scientifiques dans tout ça, elle est autant une question de contenu que de contenant. C'est-à-dire le contenu, c'est évidemment la probité, la rigueur avec laquelle on produit des recherches, ça c'est évidemment, ça c'est une évidence, j'ai envie de dire.
Mais il y a quelque chose, moi, sur lequel moi j'aimerais quand même m'arrêter, c'est que oui, donc l'objectivité, l'engagement, pour moi c'est une évidence, c'est une considération, oui, on fait des considérations normatives, par contre j'évite toujours le côté moral. Voilà. Ça c'est quelque chose sur lequel je m'arrête, c'est-à-dire que vraiment, j'essaie jamais et dans le syndicat on essaie de faire pareil, de rester sur le champ politique et social. Aussi sur le plan scientifique, mais voilà. On ne veut pas énoncer une liste de comportements vertueux et irresponsables vis-à-vis de la crise environnementale. Alors ça, il y a des collègues à moi qui le font plus. Ça, j'avoue que j'ai un peu des réserves là-dessus. Symétriquement, il y a aussi chez des collègues à moi, pareil, que j'estime beaucoup, il y a parfois la tentation de montrer l'exemple, mais d'aller un peu trop loin, je trouve. C'est-à-dire de poursuivre une espèce d'idéal d'exemplarité dans nos comportements. Donc ça, c'est ce que j'appellerais un peu un militantisme parfois un peu démonstratif ou, je sais pas, performatif, on va dire. Je sais pas, mais je donne un exemple. Voilà, je décidais de complètement arrêter la voiture, je vais faire mon déménagement à vélo. Enfin, c'est un exemple absurde que je donne, mais bon, voilà, c'est pour dire jusqu'où ça peut aller. Et ça, pareil, dans la mesure où c'est sur le plan individuel, pour moi, je pense que c'est une voie sans issue. Après, la critique du contenant, c'est évidemment l'indépendance des scientifiques. Donc la préservation de leur indépendance vis-à-vis de grands groupes privés, mais aussi, et ça c'est important de le souligner, de gouvernements impopulaires, voire corrompus, voire non démocratiques. Donc ça, c'est clairement ce qui peut toucher certains de nos collègues qui, en tout cas, voilà, qui trouvent comme chambre d'écho voilà, des politiciens, etc., qui souhaitent récupérer cette cause-là. Mais ça, je pense que c'est vraiment contre-productif, dans la mesure où ça nous fait nous afficher vis-à-vis de politiciens qui sont clairement impopulaires. Et donc ça, c'est vraiment contre-productif. J'en veux pour preuve, enfin en tout cas, je l'interprète comme ça, le rebond climato-sceptique qui a été enregistré post-Covid, et ça qui est documenté dans une publication de Chalavarias et al. Il y a eu un rebond vraiment du climato-scepticisme sur les réseaux sociaux suite au Covid, et ça, moi, je l'interprète vraiment comme la suite, disons, voilà, la conséquence de mesures sanitaires qui ont été liberticides, qui ont été mal vécues par plein de gens, et qui se retrouvent finalement qui ont transféré finalement la diatribe anti-vax vers le climato-scepticisme. C'est pas un problème pour moi d'information ou de fake news, etc. C'est vraiment un problème politique, et on a vraiment tout intérêt, nous scientifiques, à dresser un cordon sanitaire autour de nous, en évitant le plus possible de nous afficher auprès de gens qui sont impopulaires et qui essaient de récupérer, voilà, impopulaires, oui, enfin, disons des donneurs d'ordre, ce qui font partie de ceux que j'appelais au début de mon intervention nos ennemis de classe. Pardonnez encore le terme un peu marxisant. Voilà. Donc, dans les sciences du climat, on a vécu beaucoup de climato-scepticisme dans les années 2000. Maintenant, les institutions essaient plus de nous récupérer. On est plus dans le greenwashing, le capitalisme vert, etc. Le géo-engineering aussi est énormément à la mode. Donc, le système s'adapte, il essaie de digérer tout ça et d'en faire... voilà. Donc, bon, je termine par quelques cas pratiques quand même, pour ne pas rester mais très rapidement, puisqu'il ne me reste plus beaucoup de temps, je crois. 1 minute. Alors, il y a eu un projet d'implantation d'un bâtiment Total sur le campus de Polytechnique il y a 4 ans, qui a fait beaucoup réagir. Donc, il y a un collectif d'étudiants qui s'est monté suite à ça. Il y a eu des réactions, effectivement. Donc, Polytechnique n'est pas à vendre. Donc, moi, j'étais pas en première ligne de ce mouvement-là. C'est avant tout un mouvement étudiant qui a cherché à réagir à ça. Et donc, bon, alors ça a été une bataille assez longue sur plusieurs années, qui a finalement abouti à l'abandon de ce projet, mais qui a quand même suscité d'énormes tensions, puisque le directeur de mon laboratoire, le laboratoire de météorologie dynamique, s'est prêté caution scientifique et a soutenu ce projet. À notre grand étonnement, il ne nous a pas consultés, il n'a pas consulté les personnels. De son initiative personnelle, il est venu à une conférence organisée par le PDG, le directeur de la com de Total et le PDG de l'école Polytechnique, qui à l'époque était Éric Labaille, un proche de Macron qui a travaillé pendant 8 ans chez McKinsey. Donc vous voyez, les liens d'intérêt sont assez évidents. Voilà. Donc on s'y est opposé. Les personnels du coup ont pris le relais du laboratoire de météorologie, ulcérés par ce conflit d'intérêts, ont fait écos pour la cause étudiante, enfin se sont joints au mouvement étudiant, et finalement le projet a été abandonné.
Plus proche de nous, à l'École normale supérieure, donc ce printemps, il y a eu un mouvement, il y a eu une occupation du campus il y a eu une occupation de la cour aux Ernest, pardon, qui concernait le conflit israélo-palestinien. Et suite, donc bon, pareil, je vais faire très vite, mais il y a eu une occupation qui a duré 2-3 jours, qui au début s'est plutôt bien passée, relativement bien, jusqu'à ce que les étudiants, une partie des étudiants dénoncent publiquement les liens d'intérêt entre certains membres du conseil d'administration avec le complexe militaro-industriel et notamment des universités israéliennes engagées, enfin voilà, dans la colonisation et dans le génocide. Là, ça a été une réaction très rapide. En quelques heures, les négociations ont été rompues, les CRS ont été envoyés, ainsi que la Bravem. Donc il y a eu des blessés, il y a eu des étudiants qui ont été coursés dans des bâtiments même annexes au 45 rue d'Ulm. Parmi les étudiants, il y en avait de chez nous. Donc on a fait une pétition, on a sollicité la direction de l'ENS pour qu'ils viennent s'expliquer dans le département géosciences. Ils sont venus. Bon, ça n'a pas été très convaincant. Il n'y a pas grand-chose qui en a été sorti. On les a vertement apostrophés là-dessus. Par contre, on a su à demi-mot, ils nous ont avoué à demi-mot qu'ils avaient reçu des pressions de l'extérieur. Donc, voilà, ça c'était toujours une information intéressante à connaître. Voilà, donc encore une fois, hein, les conseils d'administration des universités, et en particulier de l'ENS, là on a des conflits d'intérêts vraiment patents avec ça. Bon, alors après, il y a d'autres exemples qui pourraient revenir là-dessus, mais je vais m'arrêter là parce que je n'ai plus le temps. Mais en tous les cas, voilà, la conclusion, c'est que pour moi, en tout cas, pour un certain nombre d'entre nous, s'attaquer au capitalisme, ça suppose de commencer d'abord par le lieu de travail, de créer d'abord des solidarités dans le travail et avec les étudiants pour être plus crédible à l'extérieur et pour pouvoir justement porter ce combat plus efficacement. En plus, bien sûr, des scientifiques lanceurs d'alerte et des scientifiques légalistes qui travaillent plus sur les... comme Bruno Andréotti. Voilà, bon, je termine là. En un mot ? Non, merci. Merci, on a presque envie de vous appeler camarade Nicolas. Merci. Madame Jandel, Catherine, est-ce que vous nous entendez ? Alors, vous nous entendez, mais nous, on ne vous entend pas encore. Mais ça va être votre tour. Donc, je peux présenter Madame Jandel en attendant. Elle est donc océanologue, directrice de recherche au CNRS en géochimie marine et elle travaille au laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale. Je crois que c'est à Toulouse. Et alors le titre, c'est Alerter sur les menaces qui pèsent sur l'environnement, l'océan de l'Anthropocène. Bonjour à toutes et à tous et à toutes mes excuses. Enfin, non, mes excuses, je peux pas dire ça parce que c'est vraiment à mon corps défendant que je ne suis pas là. Je suis tombée en vélo il y a 2 semaines et depuis, j'essaie de me réparer. Après, c'est très, très douloureux en fait. Voilà. Et donc, je ne pouvais pas être des vôtres et sachez que je le regrette beaucoup. Parce que un des moments qui m'a le plus manqué, je pense qu'avec toutes les questions que j'avais sur la session de ce matin, c'est le buffet. J'aurais bien aimé pouvoir échanger avec les collègues présents et c'est extrêmement précieux ça. Et on ne le remplace pas quand on est en visio. Bon, donc oui, effectivement, la commande que je crois avoir reçue, c'est d'une part de raconter en quelques mots, parce qu'on est dans une interdisciplinarité totale et c'est un petit peu comme mon collègue précédent, le domaine dont je vais parler, il est loin du Sahara occidental, si ce n'est lorsqu'il touche à la mer, et surtout loin des conflits politiques, mais vous allez voir que c'est pas simple quand même. Quelles sont les menaces qui pèsent sur l'océan? Euh, dans mon, pour les océanographes, ce qui est une toute petite proportion de la population, on identifie un certain nombre, enfin, on identifie, je vais vous énumérer 5 menaces majeures qui sont, à mes yeux, extrêmement critiques. Il n'y a pas qu'à mes yeux, hein, on reviendra sur scientifiques en rébellion, etc. Donc, la température. D'une part, les océans chauffent parce que l'atmosphère chauffe à cause des émissions de gaz à effet de serre qui ont pour effet le réchauffement de l'atmosphère. Et comme aux latitudes basses, c'est-à-dire genre le golfe du Mexique, les tropiques, etc., l'atmosphère donne de la chaleur à l'océan et qu'aux latitudes hautes, l'océan restitue cette chaleur à l'atmosphère après circulation
des latitudes basses tropicales vers les latitudes polaires, et que ce jeu d'échange d'énergie, de température est extrêmement important parce qu'il détermine, je vais vous dire comment, la circulation générale de nos océans et surtout le transfert d'énergie d'un bout à l'autre de la planète. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le transfert d'énergie et de chaleur? Ça veut dire une régulation de climat, hein. Donc, notre océan qui chauffe, il absorbe 93% de l'énergie émise en excès par l'humanité. Et les anomalies thermiques de plus en plus profondes et importantes ont été observées par endroits, comme par exemple en Méditerranée. En juin 2022, par exemple, la température moyenne, la température de la mer était de 6,5 degrés plus élevée que la normale saisonnière. 6,5 degrés, ça veut dire que bah, les opportunistes prennent leurs serviettes, vont à la plage pour se baigner. Et ça, en ce qui concerne la biologie marine, c'est un véritable incendie sous-marin. Mais quand je dis un incendie, sur les 10 premiers mètres, ça a décimé les gorgones, qui sont des sortes de coraux endémiques de la Méditerranée, les posidonies, qui sont des herbiers typiques de la Méditerranée. Et tout ça, ça n'a vraiment pas supporté ces coups de chaleur, et il y en a de plus en plus. Et cette semaine, on parlait de Nouvelle-Calédonie tout à l'heure. J'ai des collègues en Nouvelle-Calédonie qui ont sorti un article sur une canicule marine de 2016 qui a, qui a ravagé 7 millions de kilomètres carrés pendant 24 heures avec une intensité de pic de plus 1,5 degré, avec blanchissement des coraux à la plie et bien sûr des mortalités de poissons. Donc pour la flore et la faune, ces canicules marines sont des incendies. Et elles permettent aussi l'invasion d'espèces nuisibles. Par exemple, en Méditerranée, ce qu'on appelle les espèces invasives, elles arrivent par le canal de Suez, elles avaient chaud, elles étaient bien avec la température de la mer Rouge, qui est plus élevée que celle de la Méditerranée, mais comme la Méditerranée chauffe, elles s'installent et elles font des ravages. Pour les humains, cela génère des nuits caniculaires sur les côtes. Pour exemple, il y a dans les 100 entre 1903 et 2003, c'est-à-dire les 100 années précédé 2003, à Barcelone, il n'y en avait pas eu. Et depuis, il y en a eu 42 depuis 2003, des canicules, cette fois-ci terrestres. Et elle génère aussi, cette température, la dilatation des eaux. La dilatation des eaux, c'est-à-dire que quand vous chauffez un corps, vous chauffez l'océan. Et ça explique 40% de l'augmentation du niveau de la mer. Cette augmentation du niveau de la mer, elle est aujourd'hui de plus de 4 millimètres par an. Elle est 40% due à cette dilatation des eaux. Et l'autre moitié, c'est dû à la fonte des glaces solides stockées dans les continents, comme par exemple les montagnes, et comme le Groenland et comme l'Antarctique. Ces glaces qui fondent amènent de l'eau en excès à l'océan et ça génère une montée du niveau de la mer. Donc c'est aussi relié à la température trop chaude de l'atmosphère. Et enfin, dernière chose en lien avec la température, c'est l'échange d'oxygène. Si les eaux de surface deviennent chaudes, c'est comme dans une pièce, si vous avez un radiateur électrique, l'air chaud est en haut, l'air froid est en bas. Ok, mais l'eau chaude, elle est plus légère que l'eau froide. Et du coup, ça va faire une barrière de densité qui empêchera l'oxygène de rentrer dans la mer. Et donc, ça a contribué à la désoxygénation de la mer. J'ajoute à ça, pour faire un dessin complet, les pollutions. Alors, dans les pollutions, vous avez les pollutions classiques, les microplastiques, les hydrocarbures, les hormones, les métaux lourds, ça, vous en entendez beaucoup parler. Ce dont on parle moins, c'est peut-être un petit peu plus complexe à comprendre, c'est l'acidification des eaux de surface de l'océan. Cette acidification, c'est le résultat de la pénétration de gaz carbonique en excès, celui qui est émis par l'humanité, qui vient en plus des échanges naturels de gaz carbonique, et il va pénétrer de l'air vers la mer. Et quand il arrive dans l'eau, il se dissout et il libère des ions H+. Excusez-moi pour le cours de chimie, mais du coup, ça diminue le pH ou ça augmente l'acidité du milieu. Et en augmentant l'acidité, on met en danger les espèces de type calcaire. Là aussi, je fais une analogie ménagère. Si vous voulez détartrer une cafetière ou nettoyer du blanc sur les vitres, vous allez prendre du vinaigre, un produit acide. L'acide dissout le calcaire. Or, à la surface de la mer, nous avons énormément d'espèces d'algues qui ont des petites coquilles calcaires. Vous avez aussi des escargots, vous avez aussi les moules et les huîtres. Eh bien, tous ces organismes-là sont déjà aujourd'hui
gênés par cette acidification qui est quand même les eaux de surface sont 30% plus acides qu'elles ne l'étaient au 19e siècle. Donc, on note là, et c'est un bref résumé, que la ressource alimentaire marine est menacée par 5 facteurs: le réchauffement, l'acidification, la désoxygénation, les pollutions et la surpêche, dont je m'étends pas là-dessus, mais vous avez aussi évidemment la surpêche qui est avec des bateaux qui sont absolument mortels pour racler les fonds marins. Alors, quel est le problème pour en faire prendre conscience non seulement à nos politiques, non seulement mais à tout le monde. En fait, il y a un premier problème, c'est que la mer, on ne la voit pas. Je suis persuadée que je parle, puisque nous sommes dans l'interdisciplinarité, à des gens qui n'ont pas la palpation. Même nous, même moi, ça fait 45 ans que je la fréquente. Les abysses, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'y passe? Etc. C'est-à-dire palper l'inconnu. La mer, c'est la plage pour la plupart des gens. Il y a une catégorie qui s'en sert pour naviguer le commerce et puis l'autre pour pêcher, mais et finalement, c'est très, très peu de monde. Et c'est les 3 quarts de la surface de la planète et on ne la voit pas. On la voit pas, on la sent pas non plus. On la sent éventuellement quand on a une énorme inondation comme à Valence, où on dit, ah oui, c'est la Méditerranée qui a chauffé, elle a envoyé de la vapeur d'eau et qui a fait il y a eu une goutte froide sur Valence et d'un seul coup, les précipitations d'une année sont tombées sur cette ville. Ça peut tout à fait arriver à Montpellier, hein, c'est pas, l'exception n'est pas, c'est pas Valence, l'Espagne n'est pas une exception. Et donc, on la sent un petit peu, mais très très peu. Et ça, c'est un véritable problème. La deuxième chose, c'est que dans le réchauffement climatique, aujourd'hui, et ça a été déjà un petit peu abordé par le précédent, par mon collègue, euh, on, euh, le climato-scepticisme remonte en flèche de 2 façons. D'une part, grâce, entre autres, aux campagnes de Trump, Elon Musk, etc. Il faut savoir que dans les 5 livres les plus vendus aujourd'hui par Amazon, et il y en a 2 qui sont climato-sceptiques. Donc, les plus grosses ventes vendent quand même des choses climato-sceptiques. Et l'autre chose, c'est le fameux climato-optimiste capitaliste, dont on vient un tout petit peu de parler. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y aura, avec la géo-ingénierie, qu'il va y avoir un solutionnisme, qu'on est tellement géniaux qu'on va aller trouver des ressources sur la Lune, peut-être même plus loin sur Mars, et puis on va régler le problème, nous les humains, parce qu'on est super forts. Et ça, c'est un véritable poison pour passer un discours dans lequel notre principale préoccupation en tant qu'océanographe, c'est de dire la première chose à faire, c'est d'arrêter les émissions de gaz à effet de serre. Et comme je vous ai exposé, le gaz carbonique, c'est à la fois le réchauffeur et c'est à la fois l'acidificateur. Je ne sais pas, celui qui acidifie. Donc, le CO2, c'est l'ennemi public numéro 1. Donc, en fait, sauver les océans, c'est arrêter les émissions de CO2. C'est totalement lié au problème climatique, avec en plus l'acidification qui menace vraiment notre ressource alimentaire. Donc, il y a un besoin d'en parler le plus possible, ce à quoi je m'emploie avec d'autres collègues, avec le désespoir de ne pas être entendu. On a fait une tribune au printemps dernier, avec quelques collègues, peut-être l'hiver dernier, je ne vois pas trop le temps passer, mais justement pour alerter qu'on n'était pas écouté sur les dangers qui menacent l'océan. Encore une fois, je pense que le fait que personne ne voit ce que ça veut dire, c'est beaucoup moins palpable que de se prendre une grosse canicule ou un gros incendie ou une grosse inondation, malheureusement, enfin, ou heureusement, je ne sais pas. Ensuite, ça a trait à des notions de vie, un peu comme la biodiversité sur Terre. Et la formation de nos décideurs, j'y viens, elle est extrêmement carente en sciences de la vie et de la Terre. Ils sont recrutés, ils sont formés, soit par la voie sciences politiques, il n'y a pas de critique sur mes collègues, hein. C'est juste les voies de formation qui sont journalistes sciences politiques, droit, etc. Ou alors, pour ce qui est des grands corps de l'État, maths physique, surtout maths physique. Et moi, j'ai vécu ça parce que j'ai fait une formation dans laquelle il y a bio, maths et physique. Et j'ai bien vu et j'entends encore que dès la classe de première, les gens qui font des maths et de la physique, s'ils peuvent lâcher la bio le plus rapidement possible, mais ils le font. Il y en a très très peu qui continuent à intégrer les notions de vie et les notions de vivant. Et c'est compliqué. C'est très compliqué. Moi-même, j'enseigne en Master 2.
à l'école de la météorologie, une partie de la cohorte vient des étudiants qui veulent passer le concours de la météo. C'est des maths de la mécanique des fluides. Ce sont des gens qui sont passés par ces filières-là. Quand je leur parle de photosynthèse et que je leur demande comment pousse l'arbre qui est dans la cour, il y en a 2 sur 3 qui ne savent pas. Donc, c'est juste pour dire que les bases fondamentales de la vie sont très, très mal comprises par nos décideurs. Donc, je viens là à ce qui est nécessaire, ce qui est même indispensable, c'est la formation. Et c'est ce à quoi on s'emploie. Euh, euh, on a, on, on forme aujourd'hui, on essaye. Alors, ça a été mis en place par le gouvernement Borne, hein, pour être clair, les hauts fonctionnaires les cadres supérieurs de la fonction publique d'État. On les forme aux enjeux du climat, de la biodiversité et des ressources. Et très honnêtement, quand on m'a dit, quand ils ont fait l'appel à volontaires en juillet pour mettre en place cette formation, moi qui vais ubi et orbi partout pour parler des problèmes d'environnement, qui ai créé le train du climat avec mon collègue Christophe Cassou, qui a fait énormément de choses, là je me suis dit, on me demande de faire quelque chose d'intelligent. Parce qu'à mes yeux, les gouvernements passent, mais les services dans l'État, l'État est très, très, très réactionnaire. Et c'est l'État qui reste, en fait. Ce sont les services, ce sont les chefs de service, etc. Si on atteint ces personnes-là, si on atteint les préfets, si on atteint... J'ai le maigre espoir d'atteindre des gens qui vont être un petit peu plus concernés quand ils regarderont un dossier. Alors, du coup, ben, on s'active là-dedans. À former. Donc cette formation, je pourrais donner des détails pour répondre aux questions, hein, parce qu'elle est assez technique et je ne vous cache pas, maintenant je vais faire un petit retour d'expérience, que c'est pas si simple quand on a contacté la préfecture de région ici, donc en Occitanie, hein, je suis bien à Toulouse, et qu'on a dit on va... Donc Guérini avait envoyé des messages, le ministre de tutelle à l'époque avait dit il faut que vous suiviez cette formation. Nous, on était prêts on s'était organisé avec nos collègues des sciences humaines pour amener des formations de qualité à chaque fois un sciences non humaines et un sciences humaines pour parler à la fois de la ville en même temps qu'on parlait du grand chapeau du cirque climatique, ce qui est souvent mon job. Et, euh, et donc, on s'est fait répondre dans un premier temps par le préfet de région, ah mais vous nous faites tout en visio en 2 heures, là, les trois thèmes, climat, biodiversité, transition. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Alors, il s'est fait redresser les bretelles par son ministre qui lui a dit, si, c'est 3 fois 2 heures en présentiel, vous n'avez pas le choix, c'est obligatoire. Et finalement, là, bon, lui, je le mets à part parce que c'est vraiment un drôle de bonhomme, mais le, les préfets auxquels on a parlé, sont infiniment plus conscients. Et ce qu'il y a de bien dans les réactions qu'ils ont eues, c'est on précisait des concepts pour eux, parce qu'ils n'y connaissaient rien. Mais en même temps, le préfet de l'Hérault, il m'a dit, ah, mais moi j'ai tout, hein. J'ai la montée du niveau de la mer, j'ai la ville qui s'enflamme, enfin qui est trop chaude, qui est les îlots de chaleur urbains, j'ai les incendies, j'ai les sécheresses sur les villes et j'ai les crues brutales. Effectivement, le Languedoc-Roussillon est une zone extrêmement fragilisée par le réchauffement climatique. Et donc, et il me dit, en même temps, Paris ne m'écoute pas. Et pourtant, ce préfet est un macroniste. Donc, voilà, je parle très librement parce que même un préfet qui vient à la fin d'une conférence, il vient vous voir, il est quand même, et il dit, j'ai beaucoup de difficultés sur mon territoire, mais personne ne m'écoute. Et je ne sais pas où se passe encore le dialogue. Je ne sais pas si j'ai encore du temps ou pas, mais je pense pas. J'avais pour mission de vous parler de l'océan de l'Anthropocène et de la difficulté à en parler, je crois. Je vous propose d'arrêter là votre présentation.